Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu dans une nouvelle série de la mythologie astrale, de certaines spiritualités du monde. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un sujet dont on m'a demandé de parler depuis longtemps, et j'ai jamais abordé le sujet parce que je me suis dit, déjà que je parle même pas d'astrologie védique parce que j'ai pas envie d'en mêler les pinceaux, je vais sûrement pas parler de vaudou dahoméen ou je ne sais quoi. Et en fait je me suis dit, faut que j'en parle. Pourquoi il faut que j'en parle? Parce que déjà, c'est ma culture et ma Vénus est en maison 9 en Cancer, donc évidemment que je vais parler de ma culture. Mais plus encore, parce que c'est un sujet qui est super intéressant et en fait, je pense que les gens pourraient vraiment apprendre des trucs qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et j'aime bien faire découvrir des nouvelles choses aux gens. C'est un truc qui me, ouais. Donc du coup, c'est Astrid. Euh, Pardon, je suis distrait, je reprends. Du coup, c'est Astrid en fait Prévost et je me permets parce que elle a mis son nom et son prénom et tout dans les commentaires, mais c'est Astrid qui a eu l'idée de cette série. En tout cas, c'est elle qui m'a inspiré pour créer cette série parce qu'elle me posait des questions en fait sur le vaudou et je me suis dit mais en fait elle posait des vraies questions et tout, j'en parlais. Et du coup voilà, j'en parlais. Donc pour les personnes qui sont curieuses, pour les personnes qui ça leur fait peur, blablabla. Franchement, d'habitude, je dirais quittez ce podcast immédiatement, c'est pas pour vous. Mais vraiment, restez et je vous prie d'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Déjà, le vaudou, c'est une spiritualité qui est ancestrale et les racines du vaudou sont beaucoup plus anciennes que le royaume, on va dire, qui a incubé cette espèce d'art mystique. Hein. On pourrait ranger le vaudou dans la même catégorie que l'astrologie, un art mystique puisqu'il y a plein d'artistes contemporains qui puisent dans ces racines-là, que ce soit pour les masques, les danses, la cuisine. C'est une culture qui est extrêmement riche, le vaudou. En fait, on pourrait vraiment le comparer à l'hindouisme, quoi. Enfin, moi, en tout cas, quand j'essaie de trouver une spiritualité qui est proche et qui est vraiment similaire au vaudou, je pense à l'hindouisme, je pense au shintoïsme aussi des japonais. C'est vraiment proche. Parce qu'il y a aussi cette notion de dieu humain et d'humain un peu dieu qu'on retrouve aussi dans le culte shintoïste et dans l'hindouisme aussi, quoi. Juste pour info, moi je suis un ancien étudiant en sciences de la religion, donc juste ça me fait kiffer en fait de parler de ça. Et je trouve que mythologie astrale se prête très bien, surtout dans la dimension mythologique et cosmologique en fait de ces spiritualités-là, se prête très bien pour parler de ça en fait. Donc faut savoir que le vaudou, V-O-D-O-U-N, pour les personnes qui écoutent le podcast sur les plateformes de streaming, c'est souvent mal compris. Voilà, c'est le vaudou, une culture qui est entourée de beaucoup de mystères. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une simple religion, c'est vraiment une spiritualité qui est ancestrale et qui est profondément enracinée dans l'histoire et la culture de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi quand on lit donc les anthropologues, les chercheurs, les sociologues, il y a aussi des experts en sciences de la religion en Afrique, les historiens aussi surtout, on se rend compte que ce sont des cultures qui ont des racines qui sont nilotiques, et donc c'est des peuples en fait qui vivaient au bord du Nil il y a plusieurs centaines d'années et qui ont ensuite migré vers l'Afrique de l'Ouest pour de meilleures qualités de vie, pour de meilleures chances, pour de meilleures... Voilà, j'étais pas là-bas donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas ils ont migré. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que ça a peuplé, en tout cas en termes de civilisation, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient déjà là, mais bon là c'est trop long à expliquer. Mais en gros ils ont un peu massacré les pygmées au passage et ils se sont installés là. Donc pour moi c'est une tradition qui est indissociable en fait de mon identité. Euh, Tout comme l'hindouisme peut l'être pour un Indien qui est hindou, hein, donc je sais très bien que l'Inde c'est pas que l'hindouisme, mais voilà, pour un Indien qui est hindou, c'est indissociable en fait de son identité. Ça fait partie de son sang, c'est dans son odeur, c'est dans ce qu'il mange, etc., etc. Ou le christianisme pour un Européen de l'Ouest par exemple. Donc l'Afrique noire, dans son ensemble, partage une connexion intime avec le vaudou. C'est une connexion qui a survécu aux épreuves du temps et même à des migrations forcées. Mais c'est un sujet qui est sensible parce qu'entre-temps, l'Afrique, elle a été christianisée, elle a été islamisée, elle a été... voilà, tout ce qu'on peut imaginer, elle a été. Donc forcément, toutes ces cultures-là, en plus qui sont endogènes au continent africain, particulièrement l'Afrique noire et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement encore dans le golfe du Bénin, parce que s'il y a beaucoup de spiritualités différentes en Afrique, mais pour moi, le dénominateur commun, c'est vraiment le vaudou, quoi. Parce que c'est pour moi le seul art mystique qui a vraiment été
voilà, théorisé, systémisé, et si bien qu'il a même survécu à l'esclavage et survécu à la traite arabo-musulmane, survécu à la traite transatlantique, et on le retrouve encore aujourd'hui très vivant au Brésil, en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, en Amérique du Sud, partout. Voilà. Donc le vaudou, ça signifie quoi? En fait, ça veut dire littéralement en fond, donc ma langue natale, la langue de ma mère, la première langue que j'ai apprise d'ailleurs avant le français, ça signifie le mystère ou quelque chose qui est profondément sacré. Et en fait, je trouve que faut toujours étudier les mots, et le simple fait qu'en fait ce mot veuille dire mystère ou sacré, et en même temps c'est un mot qui est censé désigner la nature de Dieu. Dieu est mystère, Dieu est sacré. C'est une notion qui reflète parfaitement la profondeur et la complexité de ces gens, de cette tradition, parce qu'une tradition, c'est des gens en fait, c'est pas juste des règles, des notes, surtout quand on parle des spiritualités qui viennent de pays qui ont été colonisés, mais il y a pas très longtemps. C'est très vivant, quoi. Et c'est des gens en fait qui incarnent cette vitalité-là. C'est pas juste des règles, du papier et une institution, comment on appelle ça, cléricale. Même s'il y en a aussi un petit peu, on va en parler. Donc le vaudou enseigne que Dieu est unique et suprême, et il est inaccessible directement par l'homme. Ça, c'est vraiment une partie qu'on oublie de vous dire. En fait, on se concentre que sur les intermédiaires, on se concentre pas sur Dieu qui est unique et suprême et loué au-dessus de toute chose. Donc contrairement à d'autres religions où en fait on a un intermédiaire unique comme un prophète ou un prêtre ou un saint, ici c'est insuffisant. Voilà. Parce que la diversité des êtres humains et la diversité aussi des problématiques des êtres humains requièrent des solutions qui sont tout aussi diverses. Ça, c'est moi qui vous restitue le truc. Je dis pas que c'est ma religion, hein. Moi je suis chrétien. Anyways, c'est compliqué, mais vous avez capté. Le vaudou, en fait, il reconnaît la nécessité de nombreux intermédiaires qu'on appelle, en fonction des différentes variantes du vaudou, des lois, par exemple en Haïti, on les appelle des vaudous au Bénin et au Togo, au Ghana et ailleurs, au Nigeria aussi, et on les appelle surtout au Nigeria et dans la partie sud-est du Bénin, donc la frontière en fait avec le Nigeria, des orishas, parce qu'en fait les Yoruba, qui sont une ethnie qu'on retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais particulièrement au Bénin et au Nigeria, prient juste différemment, voilà. Ils ont un culte qui est très lié aux ancêtres, et en fait ces fameux orishas que nous on prie comme des dieux, il faut savoir qu'à l'époque ça a été des vrais hommes, voilà. Et ça ouvre la porte vers un autre sujet qui me passionne, c'est cette espèce de divinisation de l'être humain, et ces fameux êtres humains qui étaient exceptionnels et qui ont été hissés au rang de Dieu en fait. Anyways. Donc ces entités divines sont vues comme des manifestations des multiples aspects de l'essence divine, et c'est extrêmement beau, surtout quand on parle des orishas, parce que les orishas, ce seraient des versions exaltées, suprêmes en fait de l'humain, quoi. On les décrit comme des dieux, mais il y a une époque où les orishas vivaient vraiment sur Terre et ils avaient une vie, enfin voilà quoi. Donc ces entités divines sont vues comme des manifestations des multiples aspects de l'essence divine, et chacune représente une facette du Tout-Puissant. Cette spiritualité, donc vaudou, elle est profondément enracinée dans la nature, et je vous avoue que c'est une des dimensions du vaudou que j'adore. C'est vraiment une spiritualité qui est indissociable de la nature. Et parce qu'elle est indissociable de la nature, c'est rare de voir des personnes qui sont très impliquées dans ces cultes et qui font du mal à la terre, que ce soit la faune, la flore, etc. Chaque élément de la création, que ce soit les animaux, les plantes, les rivières, les montagnes, est considéré comme sacré et mérite le respect. Et dans certains cas, la vénération. Alors moi, je ne suis pas sur la vénération des éléments, mais en tout cas, ça mérite le respect. Le vaudou insiste sur l'interconnexion de toutes choses, et en ça, je trouve que c'est extrêmement proche du shintoïsme, où en fait tout est sacré. Alors, voilà, les Japonais, la chaise a un esprit, ma bouteille de jus d'ananas a un esprit, everything has a spirit. Et d'ailleurs, je trouve ça très beau, et je me demande même si c'est pas ça d'ailleurs qui, enfant, m'a vachement attiré dans la culture japonaise, la dimension shintoïste qu'on retrouve aussi beaucoup dans leur série d'animation. Donc le vaudou, il insiste sur cette interconnexion, où l'homme, la nature et le divin sont tous les trois intimement liés. Et donc c'est vrai que la plupart des mythes vaudous racontent des histoires qui sont riches, hein. Le folklore vaudou, il est super riche. Et moi, c'est aussi un truc qui m'a vachement attiré, ces histoires d'êtres surnaturels. Et d'ailleurs, si vous avez des amis ou des personnes dans votre entourage qui viennent de mon pays, on va souvent vous raconter des histoires surnaturelles qui font très très peur. Donc voilà, donc évidemment les gens ça existe pas, machin, mais voilà, si ces personnes-là elles ont peur, c'est que c'est quand même assez proche de la réalité pour faire peur. Voilà, et moi je sais en tout cas
pour sûr que quand j'étais petit, ma mère me racontait des histoires comme toutes les mères béninoises, comme toutes les mères en vérité, mais voilà, les histoires des mères béninoises sont un peu plus corsées, un peu plus dark et un peu plus démoniaques quand même. Voilà. Et donc elle me racontait des histoires parce que malheureusement elle a perdu son père très jeune, ma mère, à 11 ans. Et donc sa mère désespérée à l'époque, faut savoir que c'était pas très longtemps... ma mère, elle n'est pas très longtemps après les indépendances, donc c'était une période de très grande déstabilisation dans le pays. Et donc ma grand-mère les a envoyés, pas que ma mère, hein, d'autres enfants, chez des membres de leur famille. C'est vraiment très courant au Bénin et tout. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des dérives, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, elle a envoyé chez son oncle. Et donc, l'oncle de ma mère, pardon, l'oncle de ma grand-mère, hein. Donc, c'est mon arrière-grand-père. Et c'était l'équivalent de la génération du grand-père de ma mère. Et en fait, ce gars avait déjà beaucoup d'argent. Il vient d'une très puissante famille qui s'appelle... comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom de sa famille. Comment j'ai pu oublier? Mais peut-être que je suis censé ne pas le révéler, donc je vais fermer ma bouche parce que le gars, en fait, c'est un très grand dignitaire religieux. Sauf que dans cette branche-là de la famille, en fait, on est tous Yoruba. Donc lui, c'est différent. C'est un peu un culte des orishas, mais particulièrement un culte d'un orisha en particulier qui représente en fait les revenants. C'est trop long à expliquer, mais en gros... il était vraiment spécialisé dans le fait de faire revenir les morts et de faire danser les morts, quoi. Enfin, bref, c'est un peu dark. Et en fait, dans sa baraque, il y avait plein de trucs étranges qui se passaient. Ma mère me racontait plein d'histoires de sirènes, qu'il avait une concubine, mais qu'en fait, sa concubine, elle était pas vraiment humaine, que c'était une sirène, qu'il y avait des génies dans sa maison. Donc, ce que nous, on appelle les génies, en fait, c'est des pygmées, mais allez savoir s'il restait vraiment des pygmées. Bon, je sais qu'ils existent encore en Afrique de l'Ouest, mais s'il avait vraiment des pygmées chez lui, mais voilà. En tout cas, genre ma mère les prenait pour des génies parce qu'ils courent partout, ils courent super vite et ils sont un peu au service, un peu comme les Oompa Loompa de mon arrière-grand-père. Et voilà, et des fées et plein d'autres êtres surnaturels qui partagent en fait le monde avec les humains. Et souvent en fait dans ces récits, ces créatures elles interagissent directement avec les hommes, un peu comme dans le mythe d'ailleurs de Romulus et de Rémus, les fondateurs de Rome, qui ont été nourris, allaités par une louve. Voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de mythes fondateurs de cosmogonie et de cosmologie en Afrique de l'Ouest qui sont vachement basés sur des accouplements entre des humains et des animaux, ou en tout cas des interventions divines d'animaux qui ne sont pas vraiment des animaux. Parce que voilà, quand on voit, je sais pas si vous avez déjà vu des sculptures en bronze de la louve romaine avec Romulus et Rémus, bon, c'est des sculptures, hein, mais voilà, pour qu'une louve soit vraiment si grande par rapport à deux bébés humains, enfin je sais pas. Faut savoir que le vaudou c'est une tradition qui est unique dans le panthéon des religions mondiales, et c'est pour ça que souvent quand je me pose, je me dis toujours que même si moi je suis pas nécessaire, la culture d'où je viens est nécessaire en fait au monde. Toutes les cultures sont nécessaires au monde et chacune apporte des contributions à ce qu'on appelle le patrimoine de l'humanité. Mais voilà, je sais en tout cas que ma culture est très importante, surtout en ce moment quand on parle voilà, du changement climatique, du réchauffement, blablabla. C'est bien d'avoir des spiritualités qui mettent la nature, la faune, la flore au centre. Donc le vaudou, il se distingue des autres spiritualités par sa reconnaissance de l'humilité de l'homme face à la création elle-même. Donc la nature, elle est perçue non seulement comme une manifestation divine, mais aussi comme une partenaire dans la quête spirituelle de l'homme. Elle vient pour donner des leçons, elle vient pour apprendre, elle vient pour enseigner, elle vient pour transmettre. C'est un peu une dimension un peu adamique, quoi, avec un jardin d'Éden où en fait la nature, la faune, la flore est là pour transmettre des leçons de sagesse à l'homme. Donc là où d'autres religions limitent le nombre de médiateurs entre l'homme et Dieu, donc souvent dans les religions abrahamiques, c'est les saints, c'est les prophètes. Dans certaines religions, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Le vaudou, il embrasse une multitude de divinités et d'esprits, chacun jouant un rôle crucial dans l'interaction entre l'humain et le divin. Attention, j'ai dit un peu plus tôt que ça ressemblait beaucoup au Shinto, et je parlais de l'esprit de ma bouteille de jus d'ananas. C'est pas parce que, dans le principe, on fait appel à une multitude d'intermédiaires pour atteindre Dieu, que n'importe quel intermédiaire peut être utilisé pour atteindre Dieu. Voilà. Et il faut aussi savoir ce qu'on fait en fait dans ça, quel message en fait on fait passer. Un autre aspect fascinant du vaudou, c'est aussi, enfin que moi je trouve fascinant. Attention, hein, je suis pas en train de vous faire une masterclass dessus. J'ai pas du tout En plus, je connais des gens pour le coup qui sont vraiment des hauts dignitaires. Dans le vaudou, ils pratiquent d'ailleurs, on va en parler, hein, l'équivalent de l'astrologie en fait dans ça s'appelle le Fa, et on va peut-être en parler dans un autre épisode parce que ça fait beaucoup pour un épisode et beaucoup d'informations.
Mais un autre aspect fascinant, en tout cas, du vaudou, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors attention, c'est une égalité qui est symbolique. Mais vous verrez que quand on a un peuple qui suit vraiment à la lettre sa religion, sa spiritualité, voilà, ce dans quoi il a grandi, son référentiel, etc., il y a des belles surprises qui peuvent arriver en fait d'une bonne réflexion. Moi, c'est juste ça. Et c'est vrai que quand on va arriver à la cosmogonie, etc. Mais c'est vrai que quand on parle du vaudou, faut pas oublier que c'est un monde qui aurait été créé par une divinité qui est intersexe, qui s'appelle Maulissa. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cette divinité-là qui est représentée comme intersexe. Il y a beaucoup de divinités dans l'histoire des religions et des spiritualités qui sont représentées comme intersexes, puisque, je sais pas pour vous, mais en fait, dans un monde normalement constitué, l'entité suprême, le dieu suprême, il est pas genré. Enfin, voilà, je sais que vous aimez bien utiliser il et imaginer Dieu avec une longue barbe blanche, blanc, des sandales et compagnie, mais voilà, ça c'est vraiment pour les enfants. Ici, on parle sérieusement. Si on parle de Dieu, ou en tout cas qu'on émet la possibilité selon laquelle Dieu existe, faut être un peu sérieux quand même, la MIF. Voilà. Donc c'est vrai que dans cette culture-là, les divinités sont souvent représentées comme intersexes, et en fait elles symbolisent tout simplement l'équilibre entre les forces masculines et les forces féminines dans l'univers. Et en fait, ce que je trouve fascinant dans le vaudou, c'est que cette philosophie, elle est également reflétée au sein des structures sociales et politiques de ces sociétés, parce que de la même manière qu'il y a des sociétés chrétiennes, il y a des sociétés vaudou. Par exemple, lorsque le roi Akaba du Dahomey est mort en 1708, sa sœur jumelle Angbé, donc Tassi Angbé, a été placée sur le trône, et c'est un acte déjà qui est sans précédent dans la région. Et enfin, les gens aiment bien inventer des reines et compagnie, mais c'est extrêmement rare qu'une femme monte sur le trône, et surtout là en l'occurrence, c'est même pas que la femme elle monte sur le trône en tant que souveraine, c'est elle qui a pris la gouvernance en fait du royaume. Une femme, enfin je vous rendez pas compte, on est en 1708, la MIF. Et donc voilà, elle a été effacée de l'histoire officielle. Ils l'ont retirée de la dynastie, mais cette jumelle, elle a été placée sur le trône tout simplement parce que il y a cette croyance selon laquelle le féminin et le masculin sont égaux, et que le monde dans lequel ils vivent a été créé par une divinité jumelle et une divinité intersexe. Et en fait, si le jumeau est là, sa jumelle lui est égale en tout point, et donc en fait, elle est habilitée. Si lui est habilité, elle est automatiquement habilitée à régner. Donc ils ont été bien embêtés, je pense à l'époque, mais ils ont été obligés de suivre ce modèle-là. Et en fait, Angbé, c'est juste l'une des plus grandes souveraines d'Afrique de l'Ouest. Elle a laissé une empreinte indélébile grâce à son génie militaire. Elle est à l'origine de la création du célèbre corps militaire exclusivement féminin du Dahomey, les Amazones, enfin les Minots à l'époque. Et elle a beaucoup de puissance spirituelle aussi. Elle était vraiment redoutée, même au sein de sa cour. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui pratiquent des sciences ésotériques au sein des cours royales, pas seulement en Afrique. Et en fait, ils avaient peur d'elle, quoi. Ils avaient peur d'elle. Et donc, pour les personnes que ça intéresse, la fin de l'histoire, elle est assez tragique, puisqu'ils vont kidnapper ses enfants et les assassiner avant de lui demander d'abdiquer et de l'exiler. Et donc, avant de partir, il y a un épisode qui est assez connu dans la culture de mon pays, et même dans la culture vaudou de manière générale. C'est qu'en fait, avant de partir, elle maudit le peuple. Et en fait, elle dit qu'il y aura toujours de la mésentente entre nous, mais que malgré ce qui va se produire, la sécurité va rester. En fait, la paix va rester. On va pas s'entendre entre nous, mais lorsqu'il va s'agir de l'extérieur et des personnes qui vont venir de l'extérieur, on va être protégés. Et bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais elle était en train de prédire en fait l'arrivée des Français. Donc les Portugais étaient déjà là, mais en tout cas l'arrivée des Français et des Anglais sur les côtes du Dahomey, quoi. Enfin bref, au fil des siècles, cette culture, cette spiritualité, cette religion, vous appelez ça comme vous voulez, a voyagé bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest, notamment à cause des migrations forcées dues à la traite des esclaves. Donc dès le XVIIe siècle, cette spiritualité elle a commencé à se répandre dans les Caraïbes, dans les Amériques. En fait, c'est marrant parce que quand on parle d'histoire de la religion, de sciences de la religion et de comment le christianisme en fait est arrivé aux Amériques, les esclaves africains ils sont pas arrivés tout de suite, mais au final le vaudou n'est pas arrivé très longtemps après.
aux Amériques aussi, parmi les premières religions du coup enfin qu'est-ce que je raconte, il y avait des religions avant, mais en tout cas quand on parle de nouvelles religions et d'invasion et de migration forcée, c'est pour le coup cette religion-là elle a pas suivi très longtemps après quoi. Et donc ça commence à se répandre dans les Caraïbes, aux Amériques, et ça évolue et ça se mélange à d'autres traditions pour donner naissance à des formes hybrides. Donc le vaudou haïtien, il est probablement l'exemple le plus célèbre de cette évolution. C'est une version du vaudou en plus qui a joué un rôle crucial dans la révolution haïtienne de 1804, la seule révolution d'esclaves réussie de l'histoire, qui a conduit à la création du premier État nation noire indépendant. Et donc ce succès a bouleversé d'ailleurs le monde esclavagiste à l'époque, puisqu'il a créé un peu partout dans le monde beaucoup de révoltes d'esclaves. Et pour moi, on enlève en fait au vaudou du mérite et du crédit, mais pour moi ça démontre en fait la puissance de cette spiritualité quoi, parce que littéralement ils ont organisé une cérémonie vaudou avant de prendre la décision de lancer la révolution. Ça s'appelle le rituel du bois caïman. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier. Bon, je vous donne pas les détails, parce qu'il y a des histoires de cochons égorgés, C'est marrant, c'est fou, parce que cette cérémonie, elle a eu lieu la nuit du 14 août. Et en fait, moi, je trouve ça fou. En fait, aujourd'hui, on voit ces choses-là comme des choses lointaines du passé. Mais si on regarde les dates, en fait, 1791, cérémonie du bois caïman, donc 1804, la révolution haïtienne. Mais en fait, le build-up qui a amené vers la réunion d'esclaves marrons en 1791, enfin il était en tout cas contemporain au build-up qui a amené à la montée sur le trône de cette femme en fait de Dangbe quoi. Donc je trouve ça fou en fait comment ces énergies-là elles sont connectées même si elles sont éloignées et à des milliers de kilomètres parce que c'est clairement, enfin j'ai regardé, de toute façon j'ai pas besoin de regarder, j'ai fait un webinaire dessus de la fin des années la fin du 18e jusqu'au milieu du 19e, on avait des aspects d'Uranus qui étaient hyper hard. Voilà. Des aspects aussi de Pluton qui étaient hyper hard. Et en fait, ça correspond à beaucoup de révolutions. Vous connaissez l'histoire de la France. Donc, on a eu la Révolution française quelques années avant. Ensuite, la Révolution haïtienne, la Révolution américaine entre les deux. Enfin, voilà, c'est vraiment une époque qui était très révolutionnaire. Et donc, ça m'étonnerait pas que Uranus ait joué un rôle déterminant dans ça, quoi. Anyways, bref, c'est vraiment un sujet dont je pourrais parler des heures. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai plein de trucs enregistrés. Mais voilà, j'étais en train de répondre à des commentaires. Comme vous le savez, j'adore répondre aux commentaires. Je réponds à tous les commentaires du podcast. Et en fait, voilà, le message d'Astrid, il a vraiment attiré mon attention. Donc, on a le vaudou haïtien, on a le houdou américain, on a d'autres variantes caribéennes qui sont pratiquées à Cuba, chez le peuple Arara, et à Salvador de Bahia, au Brésil, et qui témoignent aussi de la vitalité et de l'adaptabilité, en fait, de cette spiritualité. Et pour moi, c'est en ça qu'elle est supérieure. Si des guerres, des massacres, des génocides, l'exil, la torture, parce que quand on attrapait ces gens-là, on les torturait pour pas qu'ils puissent pratiquer leur religion là-bas. Si malgré ça, le truc est encore vivant aujourd'hui, il est encore en pleine santé, voilà, faut juste laisser les gens tranquilles. C'est un héritage qui est vivant, qui est puissant. Moi-même, je suis chrétien, ça ne m'empêche pas de le voir comme une culture et pas comme un culte. Moi, je m'assois pas pour sacrifier des poulets et compagnie, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le travail et la création artistique et le génie et la sagesse des personnes qui m'ont précédé, particulièrement ces personnes-là sont en plus de ça des ancêtres. Donc merci à Astrid d'avoir proposé ce sujet. Le vaudou, c'est bien plus qu'une religion, une spiritualité, c'est une manière de vivre, c'est une philosophie, c'est des plats à cuisiner, c'est des danses, c'est des chansons, c'est de l'art contemporain aussi. L'art contemporain africain qui est très inspiré de ces cultures païennes, de ces croyances, de ces mythes, de ces danses. Voilà, c'est une spiritualité qui est ancienne, qui continue d'influencer la vie de millions de personnes à travers le monde, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou en Amérique. Et elle rappelle à chacun d'entre nous l'importance de reconnaître notre place dans l'univers avec humilité, voilà, et de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et pas en conflit. Voilà, donc c'était ma petite contribution. Au final, je vous ai pas parlé de la cosmogonie et de la cosmologie. Je pense que je vais le garder pour Patreon. Mais en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, parce que toutes les personnes qui rejoignent la chaîne peuvent bénéficier de tout le contenu, pas de tout le contenu en fonction du badge que vous choisissez, un peu de tout le contenu de Patreon. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne.
puisque c'est l'équivalent en fait de Patreon, et moi ça me permet de soutenir mon travail et de pouvoir évoluer comment dirais-je, sans m'arracher les cheveux tous les matins. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très vite. N'oubliez pas que je suis de passage à Paris du 5 au 15 septembre, donc n'hésitez pas à réserver votre consultation directe avec moi. C'était Chris pour Mythologie Astrale et à très vite.